Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation d'une nouvelle formation que nous donnons avec IDERECA, Jean-Philippe Piat et Aurélie Huet. Je suis pour ma part Antonin Forêt, responsable de cet organisme, et donc je vous accueille Jean-Philippe, Aurélie, pour cette vidéo de présentation. Vous serez les formateurs de cette nouvelle proposition. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dans cette vidéo, on va couvrir ensemble le profil de vos intervenants et également pourquoi cette formation est-elle donnée, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter à vous, intervenants dans le domaine du scolaire. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sous la vidéo. On sera très heureux de pouvoir y répondre et de valider avec vous l'adéquation de cette formation avec votre profil. Jean-Philippe, c'est vous que nous présentons dans un premier temps. En quelques mots, souvent on vous présente en disant vous êtes passionné et passionnant sur l'autisme. Je vous laisserai en dire plus sur votre profil et à vous. D'accord. Eh bien, donc je suis formateur et superviseur dans l'autisme. À la base, je suis une personne concernée, mais avant tout, je travaille auprès d'enfants autistes en établissement, donc en IME, et j'accompagne justement les interventions qui ont lieu auprès de ces enfants. L'idée vraiment, pour moi, c'est partir de l'autisme, de ses forces, de ses intérêts spécifiques, par exemple, pour aller vers une progression, que ce soit comportementale ou ici scolaire, par exemple. Donc, c'est vraiment le grand but et de voir l'autisme aussi avec ses points forts de la personne concernée. Et Aurélie Huet, pour votre part, vous êtes formatrice depuis au moins une quinzaine d'années. L'éducation nationale ainsi que les bancs de l'école vous connaissent bien et vous apportez un autre pendant sur cette formation. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Aurélie Huet. J'ai été enseignante spécialisée pendant 15 ans. J'ai travaillé dans diverses structures comme des IME, DAM, qu'on appelle maintenant comme ça, des Ulysse écoles, des dispositifs Ulysse collège, différentes structures encore. Et puis, j'interviens aussi en tant que consultante. Enfin, je suis beaucoup intervenue pour les PEP, justement, pour des enfants en rupture de parcours scolaire, pour la raison qu'ils avaient en fait un TND qui empêchait d'accéder aux apprentissages scolaires. Donc, je me suis très rapidement intéressée à ces problèmes de rupture de parcours. Je suis consultante et formatrice depuis maintenant un bon moment. Voilà, et j'espère apporter dans cette formation justement des billes concrètes pour pouvoir construire des progressions efficaces, vous aider à partir des forces de l'enfant pour l'amener petit à petit vers quelque chose d'un peu plus scolaire, de plus structuré et vraiment donner des choses efficaces et pertinentes pour conduire l'enfant vers des apprentissages et pour l'aider à progresser. Efficace et pertinente, c'est, je crois, les mots clés de cette formation. On va pouvoir balayer ensemble les objectifs dans un instant. Mais peut-être d'abord un mot, c'est que cette formation, elle part d'abord de ce que vous, professionnels du terrain, vous avez pu faire remonter et des échanges que vous avez pu avoir avec Aurélie, avec Jean-Philippe. C'est parce que Aurélie, Jean-Philippe, vous avez eu des sollicitations de collègues, comment faire ceci, pourquoi faire cela, quelle progressivité donner, que vous est venue l'envie, l'idée de monter cette formation, c'est ça? Oui, tout à fait. L'un comme l'autre, on trouvait c'était un domaine qui n'était pas assez travaillé en termes pour les personnes TND, alors au sens large, hein, donc effectivement même avec des personnes avec des déficiences intellectuelles, et c'était pourtant quelque chose qui était très demandé et qui était très utile aussi pour elles, pour les personnes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait vraiment, je trouve, dans le panel des propositions au niveau des thématiques proposées autour de l'autisme, par exemple, mais pas que l'autisme, hein, bien au-delà. Oui, moi, je suis souvent sollicitée par mes collègues, effectivement, qui sont notamment éducatrices en libéral et qui interviennent auprès d'enfants avec toutes sortes de TND et qui, par exemple, ne savent pas toujours comment faire pour bien enclencher la lecture, dans quel ordre, quelles étapes, quelle progression, voilà, comment m'y prendre pour, par exemple, permettre à l'enfant d'accéder à la combinatoire, le BE et la BA, enfin voilà, des choses vraiment qui paraissent insignifiantes et qui pourtant
ont une énorme importance pour apprendre les choses correctement et faire du sens. Non, alors, on a essayé de rassembler les différents besoins que vous exprimez les professionnels. On en a identifié 5. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous vous reconnaîtrez dans l'un d'entre eux, dans plusieurs, tous peut-être. Ce que je vous propose, Jean-Philippe, Aurélie, c'est de les passer les uns à la suite des autres. Vous pouvez donner un commentaire dessus, l'expliquer. Le premier, c'était cette demande très forte qu'ont les familles d'enfants présentant un TND quant au scolaire et cette envie d'être proche du programme scolaire de l'éducation nationale, parfois même plus que sur d'autres apprentissages comme l'autonomie. Alors, sur cette demande des parents très forte, effectivement, on la retrouve souvent, notamment en établissements socio-médicaux. C'est effectivement une très forte demande des parents qui ont à cœur que leurs enfants, en fait, puissent continuer à apprendre à lire. C'est d'autant plus justifié quand ce sont des petits qui ont 6, 7 ans, 8 ans, même jusqu'à 12 ans, et qui ont encore, on le sait, hein, une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui n'est pas terminée. Et donc, ces familles, elles se battent pour justement que leurs enfants puissent continuer à aller en classe, hein, qu'elles soient externalisées ou internes à l'établissement, et continuer à acquérir voilà, des compétences qui vont leur permettre après justement d'accéder à l'autonomie, savoir lire les mots du quotidien, savoir se repérer, enfin voilà, faire les choses du quotidien. Le deuxième item, on retrouve les mots que vous avez prononcés il y a quelques instants, Aurélie. Besoin réel, progression efficace. Donc, c'était la difficulté à identifier les besoins, ce dont a vraiment besoin l'enfant, et à structurer une progression efficace vers la généralisation des apprentissages scolaires. Oui, on sait que les enfants qui ont des TND, une des grosses difficultés, c'est d'arriver à généraliser, à comprendre qu'un exercice dans un contexte peut aussi être fait dans un autre contexte. Donc, nous, l'idée, c'est de proposer des outils qui vont permettre d'accéder à une bonne généralisation. Et du coup, s'ils généralisent, bah forcément, ils vont créer du sens en fait aux apprentissages. Et donc, vous me disiez par exemple, l'enfant sait compter jusqu'à 6 les pingouins jaunes. Oui, et par exemple, il ne sera pas capable des pingouins verts. Voilà, il ne saura pas compter des pingouins verts ou des pingouins jaunes. Donc, il faut vraiment lui proposer des outils qui lui permettent de se détacher de ce critère couleur ou d'être capable de compter plutôt que des pingouins, par exemple, des petites voitures ou de la monnaie. Enfin, voilà. Voilà, on sait que par exemple, dans l'autisme, il y a des fois des difficultés de généralisation. Aussi, on sait aussi toute la difficulté de passer de quelque chose d'un élément tangible à de l'abstraction. Et c'est quand même le but, notamment pour la numération. Donc, c'est vrai que c'est ça qui va aussi être une difficulté de terrain. C'est-à-dire vraiment de passer de on lui fait compter des blocs à on lui fait compter 3 plus 5. Voilà, faire une addition. Faire une addition. Voilà. Avec l'écriture chiffrée. Voilà. Le troisième sujet vous fera sans doute réagir, Jean-Philippe, c'était ce coût autour des matériels. D'autant plus dans un domaine dans lequel les matériels, on le sait, ne durent pas forcément très longtemps, où les jeunes ne sont pas tous précautionneux. C'est ça, c'est-à-dire que c'est du matériel que on sait les enfants vont mettre à la bouche, ils vont le lancer quand ils vont en avoir marre, par exemple, qu'ils ne savent pas forcément communiquer une pause, etc. Donc c'est vrai que ce matériel qui est parfois spécifique ou qui va être il n'est pas en plus toujours adapté aux particularités sensorielles de l'enfant. Et l'avantage en fait de partir sur du matériel, alors soit tangible, pas trop cher, ça permet déjà de le varier, donc de commencer à travailler la généralisation dont on parlait juste avant. Et en plus, ça va permettre aussi de se détacher de certaines choses qui peuvent être, par exemple, comme Montessori, qui peuvent être un peu contraignantes en termes de procédure d'apprentissage, alors qu'on pourrait passer sur d'autres choses qui vont être beaucoup plus adaptées. On en arrive un peu au point juste après de l'enfant et de ses intérêts spécifiques ou de ses sensorialités ou même de ses troubles moteurs, parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants avec des troubles moteurs. Tout à fait. Et il y avait le mot difficulté à intervenir faisait aussi écho au fait que parfois les professionnels ont du mal à se figurer comment mettre en œuvre ce qu'on leur transmet durant des formations. Ce manque de vidéos qu'il peut y avoir dans d'autres formations, ce manque de concret. Et c'est ce à quoi vous souhaitez répondre aussi avec cette formation.
Tout à fait. Le fait de proposer des vidéos de mise en situation avec effectivement des enfants que l'on voit en train de travailler sur des apprentissages scolaires concrets, ça va donner justement une certaine observation et un certain recul et aussi des méthodes aussi, genre comment s'y prendre, comment guider l'enfant, comment l'accompagner, comment finalement après estomper cet accompagnement. En fait, ces témoignages vidéo, ils sont là pour montrer la réalité du terrain, voilà, tout simplement. C'est ça. Et comment en fait partir de l'enfant pour l'amener sur des compétences scolaires. Et le dernier point, c'était manque de sens. Ça peut être à la fois pour le professionnel qui intervient, mais aussi pour l'enfant et pour la famille. C'est ça. Alors, le manque de sens, le manque de progression. Parfois, on va être sur du conditionnement, c'est-à-dire d'apprentissage conditionné qui peut avoir son intérêt sur certains apprentissages d'autonomie, mais qui va être complètement déconnecté des besoins scolaires, puisque quand même la numération, ben, il va falloir lui donner un sens. Sinon, en fait, alors bien sûr, on va souvent essayer de le faire dans le milieu naturel, mais c'est pas suffisant. Il faut que derrière, ils comprennent le sens de la numération, le sens de la lecture. Et on voit d'ailleurs beaucoup d'enfants finalement perdre leur apprentissage aux vacances parce que il n'y a pas ce sens, il n'y a pas cet intérêt pour fonctionnel de l'apprentissage. Oui, ou au contraire, on peut se retrouver avec des enfants. Moi, ça a été mon cas. J'ai par exemple en tête une petite fille qui doit avoir à peu près 11 ans et qui, dès que je lui présente des objets, parce qu'elle a appris comme ça en fait les années précédentes, et ben, elle compte systématiquement tout. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10, mais sans savoir, parce que pour elle, la consigne tacite, c'est j'ai des objets, donc je compte. Et du coup, ben, elle ne fait plus que ça. Donc, en fait, c'est complètement déconnecté de la réalité, en fait. C'est ça. Vous me disiez, vous avez tous les deux des notions d'ABA, et donc cette formation ne s'appuie pas dessus, elle aide à avoir d'autres approches pour développer les compétences scolaires. C'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire, l'ABA va nous servir bien sûr pour tout ce qui va être comportement, pour tout ce qui va être peut-être de type tout ce qui va être renforcement, etc. Pourquoi pas? Ça, c'est bien sûr, puisque c'est une science du comportement. Donc, de toute façon, c'est des lois qui régissent globalement tout. Même pour autant, effectivement, on ne va pas partir sur de l'ABA pur, on va partir vraiment sur du scolaire. Hein. L'idée, c'est vraiment d'être dans du scolaire, en tenant compte des freins, des apprentissages, qui va être un peu plus ma partie, et la scolaire qui va être plus la partie d'Aurélie. Même si on se complète sur les deux parties aussi. Alors, avant de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la formation et ce que vous aurez au travers de celle-ci, peut-être le profil des personnes qui vont participer à cette formation, on les a définis avec la grande appellation intervenant éducatif. C'est vous, professionnels, qui intervenez auprès d'un élève, que ce soit parce que vous êtes en établissement libéral, en école, et qui êtes en situation d'accompagnement et qui travaillent autour des compétences du scolaire. Éducateurs spécialisés, tous les intervenants du scolaire, orthopédagogues et autres professions associées, enseignants. J'espère ne pas en avoir oublié. Oui, après, tout ce qui peut être aussi des fois, je vois même des spécialistes comme des orthos ou des ergos qui peuvent être amenés aussi à accompagner du scolaire aussi. Bien sûr. Et en matière de prérequis, comme il y aura de très nombreuses mises en pratique, on l'a dit, il s'agit d'aller vers le concret, à la fin de la formation, d'être en capacité d'intervenir, de mettre en œuvre toutes ces nouvelles compétences. Il faut que vous soyez avec un élève et que vous puissiez vous essayer à mettre en œuvre certains éléments dans un cadre bien sûr contrôlé, supervisé par les formateurs. Et il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences théoriques spécifiques. Vous serez donc nombreux à pouvoir y participer. En matière de compétences que vous allez développer, si on prend un accompagnement de manière progressive, il va d'abord s'agir d'évaluer, puis de construire, de planifier son intervention, d'intervenir, et également d'autres compétences autour pour valoriser ce que vous mettez en œuvre auprès des familles et des enseignants. Est-ce que vous souhaitez commenter, ajouter des éléments clés sur le
sur les Alors objectifs de moi, la formation. je vais juste ajouter un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est tout ce qui va être aussi, tout ce qui va être un peu extrascolaire dans le sens de la posture d'élève, des choses qui sont très exigées par l'éducation nationale. Et aussi, je dirais, ça peut être aussi, alors bien sûr, ça peut être un moyen de favoriser le maintien à l'école d'enfants. Hein, et ça, c'est super important parce que c'est quand même relativement compliqué. On sait que les AESH sont mutualisés, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, travailler aussi tout ce qui va être en dehors du scolaire, rester à table, avoir de l'attention conjointe, pouvoir respecter des consignes, pouvoir rester attentif aux demandes. Tout ça, ça va quand même être très important en dehors même de réussir un apprentissage académique. Parce que c'est finalement ce qui est le plus exigé par les enseignants. Déjà en premier, après les apprentissages académiques, en deuxième évidemment. Hein. Et tout ce qui va être aussi habilité sociale hors scolaire dans le sens, alors ou même scolaire, mais voilà, en scolaire, tout ce qui va être demande d'aide, tout ce qui va être des choses comme ça, et hors scolaire, tout ce qui va être sociabilité avec les pairs, peut-être jeu avec les pairs dans la récréation, etc. Donc tout ça, c'est aussi une dimension qui est importante puisque c'est quand même aussi un lieu de socialisation, même pour des enfants qui vont peut-être après partir en établissement, au moins ils auront eu ils ont de la sociabilisation avec les pairs et ça comptera toute leur vie d'avoir ce genre de sociabilisation. Et puis, tout ce travail-là, en fait, c'est aussi éviter les ruptures de parcours scolaire. Parce qu'un enfant n'est plus en capacité de rester attentif, d'être assis ou qui va courir partout dans la classe, il y a un moment où le parcours scolaire, parfois, malheureusement, il s'arrête parce qu'on n'arrive plus à gérer. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'éviter cette fracture pour les parents, pour la famille et pour l'enfant. Et donc, ça couvre ainsi tout le scolaire et ce qu'il y a autour du scolaire et qui est nécessaire. Exactement. Bon, là, on est sur du cycle 1, je vois quand même le rappeler, on est sur du cycle 1, donc on est sur les bases et c'est surtout ce moment-là, en fait, où on va travailler justement toute cette posture d'élève dont l'école parle beaucoup, parce que c'est vraiment le moment qui va être le prérequis à la suite. Un peu de cycle 2, mais plutôt cycle 1, on va dire, début cycle 2. Oui, sur l'amortissage de la lecture. Ouais. Et pour mettre en œuvre cette formation, on a identifié quelques points clés qui répondent, en fait, ça fait le lien, le pont avec les retours terrain qu'on avait, que vous aviez, dont vous nous faisiez part. C'était cette formation va s'appuyer sur une démarche structurée, qui est également simple et rassurante. C'est le principe d'avoir une ossature d'intervention et ensuite de mettre en place des outils en tenant compte des besoins de l'enfant, des objectifs et autres. C'est ça? C'est ça, c'est permettre en fait, avec des outils concrets, en fait, d'enclencher une démarche structurée, efficace, pertinente, en partant, bien sûr, de ce que l'enfant sait déjà faire et petit à petit, de l'amener vers ce vers quoi nous, on veut tendre en termes d'objectifs pédagogiques. Voilà, et puis c'est des choses qui sont très concrètes et qu'on peut bien évidemment, en les expliquant, transférer aux familles, aux partenaires avec lesquels on va travailler dans la communauté éducative tout simplement. Et puis, un point qui est primordial aussi, c'est que ça permet aussi pour des intervenants qui sont déjà en poste ou qui démarrent, d'avoir plus confiance aussi en eux, sur leur pratique, de se sentir suffisamment sûr. Et puis, forcément, si la personne professionnelle se sent suffisamment légitime et sûre, eh bien déjà, l'impact à travers l'enfant et les familles, ça va forcément être gain de réussite en fait, puisque voilà, la personne a cette attitude déjà pour elle-même, elle sait qu'elle est en capacité d'accompagner correctement l'enfant. L'enfant va forcément le sentir en face. Voilà, les familles aussi. Et ainsi, pour les professionnels, cette capacité à mieux intervenir auprès des jeunes auprès desquels ils interviennent déjà, c'est aussi pouvoir proposer des choses supplémentaires aux familles, c'est de pouvoir aller plus loin. Ils étaient peut-être sur uniquement les thèmes de l'autonomie et vont pouvoir, si c'est pertinent pour l'enfant, proposer également les thèmes du scolaire en s'appuyant sur cette démarche structurée que vous leur proposerez.
Oui, et puis c'est co-construire ensemble, en partenariat main dans la main avec les familles. Parce que moi, par exemple, il y a des exercices que j'explique aux familles et je leur montre après comment faire travailler l'enfant à la maison pour finalement arriver à mémoriser et aller plus vite dans la progression des apprentissages, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, par exemple, maintenant, ça se fait quand même beaucoup, c'est aussi la possibilité d'avoir un peu le langage d'éducation nationale quand on va en convention, par exemple, dans des écoles pour aider, alors pour donner des clés aussi aux enseignants en termes de, voilà, mais de comprendre le langage éducation nationale permet vraiment d'avoir un langage commun qui permet d'aller vers ce que les familles attendent et vers le bien-être de l'enfant. Oui, c'est hyper important Mieux pour se le travail de comprendre. partenariat. On passe à la dernière diapositive, celle où on vous explique de quelle manière va se dérouler cette formation. On a marqué en gros théorie, mise en pratique, interaction. Mise en pratique, c'est central, c'est ce qui vous permettra, stagiaire, de vous assurer qu'en fin de formation, eh bien, vous avez développé les compétences nécessaires pour intervenir. Ainsi, il y aura chaque semaine, pendant 10 semaines, des temps en direct, le lundi soir et à 18h30, des temps de 2 heures qui vous permettent de découvrir la théorie et de visionner ensemble les vidéos d'explicatives, des mises en situation, d'interagir avec les formateurs. Puis, une mise en pratique est proposée à réaliser idéalement avant la semaine suivante ou au plus tard avant la fin de la formation, mise en pratique sur laquelle vous pourrez faire un bref retour auprès de l'intervenant, prendre en photo ce que vous avez réalisé et ainsi eh bien, mettre en œuvre les compétences. Pendant toute la durée de la formation, il y a un forum de discussion qui vous permet de poser vos questions, interagir avec les autres participants, interagir avec les formateurs. Et donc, vous progressez ensemble sur 10 semaines entre le 6 octobre et le 31 décembre. Le tarif est à 625 € par stagiaire, finançable soit par l'OPCO de votre établissement, mais aussi, vous êtes beaucoup à l'être, en libéral, et donc finançable par le FIFPL. Pour la plupart des professions, ce sera 600 € pris en charge, puisque cette formation va être considérée comme en présentiel, du fait des heures en direct. Et à la fin de la formation, vous recevez une attestation que vous pouvez faire valoir sur votre CV, donc un atout professionnel pour l'avenir. Je pense avoir passé tous les détails en revue. Si j'en oublie, n'hésitez pas. Ce qu'on voulait dire aussi, c'est que vraiment on agrémentera ça de beaucoup de vidéos, de vraiment d'intérêt aussi de travailler avec les intérêts spécifiques de l'enfant parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper important et qui permet en fait de partir. Et là, ça va être plutôt mon apport de partir, par exemple, de l'autisme avec les intérêts spécifiques vers les apprentissages. Et c'est quelque chose qui est énormément étudié et sourcé pour montrer que on va vraiment développer beaucoup plus les apprentissages en partant ainsi. Donc, c'est vraiment l'idée pour nous de développer un vrai programme d'apprentissage dédié au TND. Oui, et qui repose sur, comme tu disais, l'engagement de l'enfant. L'engagement, L'engager voilà. par des activités qui sont proches de lui, par des activités liées à ses intérêts spécifiques pour justement, en le motivant, en fait, on l'emmène vers les apprentissages. Voilà. On a quelques questions que je peux vous adresser. Donc, il y avait la question du niveau scolaire que vous allez traiter. Vous avez parlé du cycle 1, éventuellement cycle 2 pour la lecture. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Sur la lecture, on est sur un début, effectivement, de cycle 2, oui. Quels sont les TND qui seront particulièrement abordés dans cette formation? Là, on va vraiment être sur du large parce que ma collègue travaille avec aussi des enfants qui sont en termes de polyhandicap, plurihandicap, donc des personnes qui vont avoir on va dire, un impact fonctionnel souvent très fort. Moi, je ferais plutôt, on va partir bien sûr sur l'autisme, sur le TDAH, sur tout ce qui va être aussi déficience intellectuelle, même de type trisomie ou lié à des syndromes ou des maladies génétiques. Donc vraiment, on va être sur quelque chose d'assez large pour permettre justement à ce que tout enfant qui soit accompagné par un intervenant spécialisé puisse aller vers des apprentissages qui seront adaptés à sa spécificité, qui peut être aussi, par exemple, ne pas bouger les mains, avoir une communication alternative et améliorer. Tout ça, on va en tenir compte pour justement pouvoir faire même du contact avec des personnes qui ont
ce type qui sont dyscommunicantes. Une autre question qu'on avait était quel matériel prévoir en amont de la formation? Alors, il n'y a pas de matériel à prévoir, hein, a priori, mais par contre, nous, on va vous présenter quand même du matériel qui peut être intéressant. Tu peux peut-être montrer la balance qui est très sympa, je trouve. Alors, on a du matériel très spécifique que j'utilise énormément effectivement avec mes élèves. Ah, ça, c'est on va dire, une des activités chouchou de mes élèves. Moi, c'est aussi mon activité chouchou, c'est pour ça que je. Voilà. Sur le plan sensoriel, elle est aussi très intéressante parce qu'effectivement, elle est. Alors, je vais essayer de vous la monter, de vous la montrer. Sinon, je vais remonter après. Tu vas remonter, d'accord. Il faut que je la monte pour l'instant. Donc, on a cette petite balance, notamment en numération, qui permet de travailler sur égal, supérieur, inférieur, qui est extrêmement ludique, qui s'utilise avec des cubes de couleurs et qui permet, bien, concrètement, à l'enfant d'être acteur de sa construction du nombre, en fait, tout simplement. Mais globalement, on va proposer aussi de créer du matériel sans argent, avec les objets du quotidien, etc. L'idée, c'est pas… De la récup. Voilà, de la récup. Par contre, après, on va proposer du matériel qu'on peut trouver d'ailleurs souvent en occasion. Oui, sur différents sites. On va pas citer les sites, mais bon, voilà, des sites d'occasion, de matériel, voire des brocantes ou des… Brocantes, les vides-greniers, on peut plein de choses qu'on peut détourner. Voilà, qu'on peut détourner. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de partir sur… Voilà, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui l'intéresse et partir là-dessus. On n'est pas sur du matériel, on n'est pas vraiment sur… Il n'y a pas à acheter du matériel avant la formation. Par contre, nous, on proposera plein de choses que les gens puissent s'approprier, des outils qui leur paraissent pertinents. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion d'ossature, de structure. Donc, avant de dire on va utiliser tel matériel parce qu'on a vu que ça a l'air sympa, c'est de savoir pourquoi on utilise ce matériel, trouver le bon moment pour l'utiliser. C'est ça. Voilà, c'est pas la peine d'avoir 200 boîtes. Alors voilà, l'intérêt, c'est vraiment pas du matériel pour du matériel, mais vraiment du matériel pour une progression scolaire par rapport à l'enfant ciblé. C'est ça, adapté à l'enfant, vraiment personnalisé. Il y a du matériel que j'utilise pour plusieurs enfants, mais que je n'utilise pas du tout de la même manière en fonction du profil des enfants. Par exemple, cette petite balance, elle m'est utile pour certains enfants pour construire le 1, c'est plus petit que le 2 parce qu'on voit bien que la balance, elle bouge et je vois bien qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre, qui est plus léger. Et pour un autre enfant, je vais l'utiliser pour comparer des quantités, faire des compléments à 10, travailler sur la notion d'inférieur, supérieur. Vraiment, c'est des outils qu'on va utiliser en fonction d'une progression, en fonction de chaque enfant. Vraiment. Donc, on comprend une formation clé pour tous les intervenants dans le domaine du scolaire. Je vous laisse peut-être le dernier mot avant de conclure cette formation. Aurélie, Jean-Philippe, avant de conclure cette vidéo. L'un comme l'autre, je pense qu'on est vraiment un peu alors, en dehors même de donner des formations, on est vraiment des personnes qui voulons que les enfants avec TND, les enfants polyhandicapés, les enfants plurihandicapés soient scolarisés. Et c'est vrai que c'est aussi une manière pour nous aussi de pouvoir… Alors, nous, on a créé une petite association locale, mais c'est aussi, voilà, tout ça, c'est aussi participer justement à l'inclusion des enfants. On est assez militants sur le sujet. C'est-à-dire que nous, ça nous vient vraiment à cœur de permettre aux enfants avec des difficultés, quelles qu'elles soient, de pouvoir accéder aux apprentissages et d'accéder à une inclusion